Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je suis accompagné de monsieur Nicolas Beaujoin, avec qui on va discuter de 404 Comics. Salut Nicolas, tu vas bien? Salut, ça va très bien, merci pour l'invitation. Eh ben, merci à toi d'avoir répondu présent, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les personnes qui te connaissent pas encore? Mais tout le monde me connaît là, donc c'est une évidence. Euh, je suis Nicolas, je suis directeur éditorial de 404 Comics, donc une toute jeune maison dédiée à la BD américaine, mais pas que. Vu qu'on a un spectre un petit peu plus large et qu'on fait même de la création. Donc voilà, d'une petite structure au sein d'une grosse structure, donc 404 Comics qui est rattachée à Edi8 et donc la maison mère Editis. Voilà. Après, sinon, si je dois faire une petite présentation personnelle, ça risque d'être très long et fastidieux, voire ennuyeux. D'accord. C'est quoi ton premier comics, le premier comics que tu as lu? Voilà. Je ne saurais dire le tout premier. Du Batman? Je pense que bizarrement, parce qu'après j'en ai pas beaucoup lu, mais je crois que bizarrement, ouais, un des premiers en tout cas dont j'ai le souvenir, que j'ai encore même, doit dater de 84. Ça devait être la course Superman contre Flash. D'accord, ok. Et quel est ton style, ton genre préféré dans les comics actuellement? J'ai aucun. Alors, mon genre préféré, c'est de pas avoir de genre. D'accord. Donc, j'ai pas de truc qui particulier. Ça va être. Enfin, c'est au gré des humeurs et puis surtout du plaisir visuel. Ou alors, de plus en plus, c'est vrai. Enfin, de plus en plus, non. Ce serait un peu possible de dire de plus en plus, mais de plus en plus d'attrait pour certains auteurs, on va dire. D'accord. La SF, je crois que c'était quelque chose qui te touchait un petit peu quand même. Oui, la SF, en fait, j'ai du mal à cloisonner à titre personnel. Donc, D'accord. quand j'aime quelque chose, je l'aime, quoi. C'est-à-dire que je peux autant aimer de la poésie de la Renaissance, voire plus ancienne, que de la science-fiction, mais en fait que j'envisage pas comme de la science-fiction, que j'envisage comme vraiment un récit, quoi. D'accord. Tu es donc directeur éditorial de 404 Comics, 404 Comics qui est une branche de 404 Éditions. Pourquoi se lancer dans l'aventure du comics alors que aujourd'hui le- la complexité du marché est telle qu'elle fait aussi sa petitesse en fait? Alors, c'est pas mon idée. Donc on m'a proposé ce projet-là, donc j'y suis d'abord pas allé. J'ai refusé parce que je trouvais justement que la mission était complexe et qu'il y avait énormément d'acteurs, en tout cas suffisamment à mon sens à l'époque. Alexandra Benz, qui est celle qui est la directrice en fait de toute on va dire le pôle illustré pour faire très court chez Edi8 et qui est maintenant devenue la numéro 2 même du groupe Edi8. M'a proposé cette mission. D'abord, je lui ai dit non, puis elle m'a dit oui, mais on peut faire de la création. Et là, à partir du moment où elle m'a expliqué qu'on pouvait faire de la création, là, ça m'a un peu plus excité. Et donc, j'ai vu comment est-ce qu'on pouvait faire des liens entre les achats de droits et la création, et donc faire quelque chose qui me semblait voilà suffisamment solide pour y aller. Faut pas oublier un truc, c'est que le marché du comics est en berne réellement depuis la fin. Si je dois moi l'identifier, je dirais à partir de fin janvier 2021. Donc quand on a monté la structure, quand on a monté les projets, parce que la structure n'est pas indépendante, mais quand on a monté les projets et quand on s'est lancé, le marché n'était pas aussi mauvais qu'aujourd'hui. De toute façon, c'est toujours ça le problème, c'est que tu as toujours un an et demi durant lequel en fait tu fais les choses et après les choses arrivent. Donc en fait, tu as cette espèce d'un an et demi qui fait que là, tu vois, par exemple pour nous, comme pour d'autres qui vont arriver derrière, d'ailleurs dans la même structure, donc c'est ça qui est rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, mais en tout cas, c'est un état de fait. C'est-à-dire que voilà, on travaille sur des schémas qui sont pas ceux auxquels on est confronté. Donc c'est pour ça le côté excitant dans ce grand bordel qu'est le marché comics actuellement, c'est d'être en capacité d'inventer des choses et de se transformer le plus rapidement possible pour éviter de trop perdre de plume. D'accord. Au moment où tu te lances, quelle vision personnelle et peut-être même professionnelle tu as du marché, toi? Quand on a commencé à regarder, parce que en fait, quand on m'a proposé cette mission, d'abord j'ai refusé puis ensuite accepté,
Le marché me semblait encore intéressant. Mais il l'est toujours de toute façon, parce qu'en fait, ce qui rend le marché intéressant, c'est qu'il y aura des propositions à faire dans ce marché en fait. Donc il y avait de quoi en fait ramener pour des lecteurs. Maintenant, le marché effectivement a toujours été un marché de niche, mais il était quand même plus. En tout cas, ce qu'on regardait des chiffres tu vois, j'ai regardé les chiffres, je pense sur ce qui me semblait être parlant sur 6-7 ans. J'avais des chiffres beaucoup plus anciens, mais voilà, sur 6-7 ans, ça m'a permis de regarder à peu près quelle était l'évolution récente en fait, et les courbes d'évolution potentielle. Pour moi, le marché n'était pas en capacité à exploser de toute façon, mais il y avait de quoi faire de belles choses encore. Il y a 6-7 ans, il y avait encore de belles choses qui se passaient, quoi. Donc c'est pas là-dessus qu'on se fixe, parce qu'on se dit pas qu'on va faire partie des meilleurs tout de suite, mais par contre on se dit que voilà, il y a une réalité, en tout cas on peut faire exister une maison des titres sur ce marché qu'on envisageait en tout cas. Le fait est, c'est que on s'est pas trompé, mais par contre c'est le marché qui s'est brusquement cassé la gueule. Mais en même temps, je pense qu'il y a encore capacité de faire des choses. C'est-à-dire que c'est plus compliqué, il faut être... Parce que en fait, on est encore plus niche qu'avant, il faut être en capacité, comme moi je le fais par exemple avec toi ce soir, ou avec d'autres, être en capacité de discuter aussi frontalement avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on est presque devenus des vendeurs au porte-à-porte, si tu veux. C'est-à-dire que le marché est tellement petit, c'est-à-dire qu'en fait on doit défendre les titres bec et ongles et montrer qu'on les balance pas sur un marché moribond pour le plaisir, mais qu'on est là parce qu'on y croit vraiment, quoi. Donc je pense que c'est ça qui est notre travail aujourd'hui, c'est de défendre les titres. Donc on y va, on va au combat, et puis voilà. Mais je pense qu'il y a encore en fait de quoi dynamiser un marché. Maintenant, il y a des problématiques qui sont techniques sur ce que représente le segment comic book, on va dire, qui sont: est-ce qu'on doit rester avec les super-héros? Ce à quoi je répondrais, moi, pour ma part, non. Je pense que pour le grand public, et pour ceux qui pourraient être intéressés par des récits qui ne sont pas justement de ce super-héros dont je fais partie et dont notre structure est représentative, je pense que ce corner, cet espace de vente fait peur. Donc ça veut dire qu'on doit être en capacité d'aller ailleurs. Ça ne veut pas dire renier le fait que ce soit de la BD américaine et du comic book, mais être en capacité d'aller le défendre sur d'autres terrains pour trouver des lecteurs qui sont susceptibles de lire nos titres. Je pense que c'est là qu'on doit travailler, et donc ça veut dire que c'est un gros travail, notamment avec les libraires. D'accord. Alors justement, on en reparlera un petit peu après, mais quand tu te lances dans une nouvelle branche, même si c'est au sein d'une maison d'édition déjà existante, quand tu pars comme ça de zéro sur l'édition du comics books, quel démarchage tu as, que ce soit auprès des libraires, auprès des lecteurs ou auprès des artistes? Est-ce que c'est complexe? Est-ce qu'on est vraiment dans cette démarche de porte-à-porte, comme tu l'as dit précédemment? De toute façon, quand on lance quelque chose, c'est toujours compliqué. On arrive nouveau sur un secteur qui est complexe, qui a des habitudes, et donc nous on arrive, on doit faire nos preuves auprès de tout le monde. C'est-à-dire on doit faire nos preuves auprès des lecteurs potentiels, c'est-à-dire qu'on doit les rassurer en leur disant on va être là encore demain, après-demain, et ainsi de suite. On doit faire nos preuves auprès des libraires, parce qu'en fait il faut aussi ouvrir potentiellement des comptes. Ils n'ont pas forcément de compte ouvert chez notre distributeur, donc ils peuvent pas encore acheter nos titres par exemple, ou alors on vient pas les démarcher parce que notre force de vente n'est pas encore en capacité d'identifier la totalité du réseau de libraires. Donc tout ça est long en fait. Je pense que quand on a monté la structure, on s'était dit qu'on aurait 2 ans en fait de développement réel, tu vois, justement sur toutes ces parties-là, et on se rend bien compte qu'il nous faudra potentiellement 3-4 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on a doublé en fait le temps qu'il nous faut pour se faire, pas une place au soleil, parce que ce serait un peu prétentieux, mais en tout cas pour se faire une place réelle et être compris, accepté, écouté. Je pense que peut-être la partie la plus importante, c'est ça, c'est être écouté. C'est-à-dire au sens où quand on dit quelque chose et quand on parle d'un nouveau titre, que ce soit entendu, que les gens reçoivent l'information, la comprennent et aient le désir d'aller vers le titre ensuite. C'est ça qui est très compliqué en fait. Ce qui est toujours compliqué sur la communication pour l'indé de toute façon aujourd'hui.
Oui, oui, non, mais en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est compliqué, mais par contre, sur tout ce qui est les réseaux modernes d'aujourd'hui, sur Internet, c'est finalement assez simple, je dirais entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est identifié de la part des gens qui animent ce secteur, tu vois, après ça peut être mouvant, donc c'est aujourd'hui, toi tu fais partie des acteurs, tu vois, aujourd'hui, qui font vivre cet environnement-là. Ça peut être d'autres gens demain, parce que c'est très mouvant en fait tout ça, comme exactement les éditeurs qui peuvent naître, disparaître, il y en a d'autres qui arrivent pour remplacer, et ainsi de suite. Donc c'est très mouvant, donc il faut être tout le temps à l'écoute, regarder ce qui se passe et tout. Et après, notre problème aujourd'hui sur la BD américaine, qu'on va dire, parce que indépendant c'est très étrange, parce que tout ce qui est Image, tout ce qui vient de grandes maisons indépendantes américaines qu'on a qualifiées comme ça, en tout cas, sont des types finalement très mainstream, quoi. C'est-à-dire que c'est accessible au plus grand nombre, on va dire. Quand j'entends indépendant, moi je pense tout de suite à des choses beaucoup plus ardues, en plus partie de l'école Crumb américaine, quoi, par exemple. Donc voilà, notre problème sur cette partie-là, en fait, cette forme-là, c'est notre problème, c'est plus le média mainstream, on va dire. Être en capacité, à un moment donné ou de temps en temps, d'être en capacité d'avoir de la presse de manière plus régulière, qu'elle soit spécialisée ou justement au grand public. C'est ce qui manque, je pense, aujourd'hui, c'est cette facilité d'accès à certains médias, on va dire. Quand tu te lances sur le marché, comment tu fais pour dénicher les récits que tu as que 404 a pu publier jusqu'à présent, qui sont des pépites ou non, hein. En tout cas, pour moi, les deux premiers récits que j'ai pu lire chez vous, que ce soit Automnal ou que ce soit We Live, qui ont été mes deux premiers récits chez vous, que j'ai littéralement adoré, et non pas pour te lancer des éloges, hein, mais c'est quelle démarche pour aller chercher ces récits-là? Qu'est-ce qui te convainc? Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est les récits? Alors, c'est très simple, et à chaque fois, parce qu'en fait, quand on me pose des questions qui vont un peu dans ce sens-là, je dis, la réponse est toujours la même, c'est je suis un lecteur. Donc, je vais acheter mes titres 80 ou 90% du temps exactement comme n'importe quel lecteur. C'est-à-dire que je vais en librairie et j'achète. Ou alors je vois, tu vois, sur internet, mais exactement comme tout le monde en fait. Je pense que c'est la chose la plus importante en fait, c'est d'être en capacité quand tu es éditeur, en tout cas c'est comme ça que je le vois, en capacité en fait d'avoir cette sensibilité de lecteur et cette connaissance de ce qu'est la structure qui est la tienne en fait. Et d'essayer de te faire se rencontrer les deux. C'est-à-dire que il y a des titres que j'adore, je sais très bien que ça sert à rien que je les sorte moi, parce que j'ai pas du tout la structure qui sera en capacité de défendre correctement les titres. Donc c'est ce mélange, c'est-à-dire que voilà, j'achète, je lis, et ensuite ça passe à la moulinette, tu vois, j'ai un deuxième moi, c'est un peu comme un Janus, tu vois, j'ai une deuxième partie de moi, avec qui je discute, mais on s'entend pas trop mal, hein, ça va, on s'entend bien, le temps aidant, on se comprend de mieux en mieux. Et ça permet comme ça voilà, de faire se rencontrer les choses. Et après, derrière, il y a aussi une dernière personne qui est donc Alexandra Benz, ma directrice, qui est ma boss, ma responsable, et elle qui intervient un peu comme une petite voix intérieure, une troisième voix si tu veux, qui vient dire « Ah bon, t'es sûr ?» Et en fait, soit en fait, Ah bon, t'es sûr ?» résonne en moi comme « Merde, c'est une connerie », soit résonne comme « Non mais oui, bien sûr que c'est... Bah oui, j'ai envie de le faire. » Donc en fait, voilà, tous ces trucs-là se rencontrent, se mélangent, et on arrive à se dire « Celui-là, on peut le faire. » Mais en amont, il y a toujours quand même la partie lecteur, qui est la première en fait personne qui regarde les titres et qui les lit, et qui se dit « Waouh, c'est génial », et qui s'émeut, tu vois, naturellement, en fait, comme n'importe quel lecteur. Donc on choisit les titres parce qu'on les lit, on va dire. D'accord. Il y a une véritable identité chez 404, notamment que ce soit par le choix du papier, la couverture, les œuvres en général. Et il y a aussi une véritable volonté de votre part de ne pas faire de la grosse licence et également de longues séries. Qu'est-ce qui motive tous ces éléments-là, tous ces choix? Encore une fois, c'est parce que j'aime les livres. Moi, j'ai une longue formation plutôt de directeur artistique, graphiste dans l'édition, avant dans la musique. Donc voilà, j'ai navigué entre les deux. Et donc j'ai un véritable amour en fait pour l'objet livre en fait. Donc déjà pour moi, sur la partie en fait physique, on va dire, de l'objet,
c'est parce que je voulais que ce soit des livres. Et donc je voulais pas que déjà que ce soit comme une collection, je voulais vraiment que chaque livre ait son identité, parce que chaque livre raconte sa propre histoire et porte sa propre histoire. Et donc l'appréhension qu'on doit en avoir, elle est différente à chaque fois. Ça, c'est pour une première chose. Ensuite, tout le reste découle de la même façon. Comme je suis lecteur, comme je suis... Voilà, enfin... Tout vient de moi, et donc on essaye de réunir, tu vois, tout ça pour arriver à quelque chose. Mais ouais, la forme, les récits courts, les one-shots, parce que c'est plutôt l'appétence aussi encore naturelle chez moi. C'est-à-dire que je préfère aller vers des récits qui sont assez condensés, où je sais dès le départ que en fait on va pas me raconter un récit trop long, même si je peux aimer ça. Là on a reçu un prix avec un ami pour un livre sur Proust, et on peut pas dire que Proust, La recherche du temps perdu, soit quelque chose de très court. C'est un peu notre Ulysse, notre Joyce à nous en France. Donc j'ai pas de problème avec ça, mais par contre je préfère le format court, en tout cas pour la bande dessinée. Et ensuite, c'était aussi, comme je disais tout à l'heure, en fait, la deuxième voie, qui est donc celui qui est un peu plus professionnel et qui regarde les chiffres. Les séries, c'est casse-gueule, financièrement parlant, 80% du temps, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très bon début, et en fait, l'attrition sur chaque numéro suivant peut être assez violente. Donc moi, à titre personnel, ça me faisait peur. Voilà, c'est peut-être une énorme bêtise de ma part. Mais j'avais peur d'aller vers des titres comme ça. Donc on a fait Jonah, qui est en trois volumes. Donc on savait que ce serait 3 volumes, donc on pouvait travailler autour. La seule chose où je me suis fait complètement avoir, c'est We Live. Parce que moi, We Live, quand j'ai commencé à le lire et à le signer, je savais pas que ce serait ça, en fait. Je connaissais l'histoire, mais je connaissais pas la chute finale, donc les 3 dernières pages du livre. Je savais pas qu'on allait vers une série, donc je me suis fait avoir. Donc potentiellement, je ne voulais pas de faire de série, j'aurais peut-être une série en 70 tomes, je n'en sais rien. Mais c'était pas une volonté de ma part. Donc on va assumer, hein, on va aller jusqu'au bout du truc, mais c'était pas prévu, voilà. Et pour autant, je suis complètement d'accord, parce que moi j'en ai parlé avec d'autres personnes, et c'est vrai que je me suis fait complètement avoir aussi pendant la lecture de We Live, et je l'ai relu, mais dans la foulée, j'ai vu que tous les indices étaient là pourtant. Il y a des fusils de Chekhov partout, en fait, depuis le début. Ouais, c'est ça. Il y a autre chose qu'on ne rencontre pas beaucoup dans le monde du livre et du comics de façon générale, c'est le voyage sensoriel que 404 propose. Alors, j'ai pas encore lu Everything, j'ai pas encore lu Big Girl, etc. Mais pour être tout à fait honnête, ce voyage, je l'ai ressenti sur Automnal et sur We Live, notamment par la texture de la couverture, le choix du papier, etc. We Live, une couverture un peu peau de pêche qui représente la douceur de l'enfance, etc. Et le papier beaucoup plus dur qui représente le voyage des 2 enfants. Est-ce que c'est un choix ou c'est quelque chose qui se fait complètement naturellement ? Ça, encore une fois, c'est un mélange des deux, mais très souvent, ce que je fais de toute façon quand on a un livre qui nous intéresse, en tout cas qui m'intéresse, parce que je parle de nous, on est pluriel en fait, on est légion dans ma tête, mais en fait quand il y a un titre qui m'intéresse, je sais qu'on va le faire. En tout cas, je suis persuadé qu'en fait le titre il est pour nous. Une des premières choses que je fais, c'est que je fais des fausses couvertures. D'accord. C'est-à-dire que je travaille autour, je reprends toutes les images, mais même des bases def en fait. Je retravaille tout de suite quelque chose, en fait, jusqu'à ce que j'arrive à une forme où je me dis ah ouais c'est bon, on peut le faire, on peut le signer. D'accord. J'arrive à une couverture en fait, qui me semble pour moi. Sans ça, c'est potentiellement une condition de ne pas signer. Oui, si j'arrive pas à avoir une couverture qui me convient. D'accord. Ok, c'est intéressant. Non mais c'est intéressant. Mais c'est après, je pense que on a tous des petits trucs comme ça, mais moi ça me rassure en fait de savoir que j'aurai tout de suite, je sais où je vais aller visuellement. D'accord. Voilà, donc ça. Et de ça, tout de suite, naturellement derrière, vu que ça fait longtemps que je fais ce métier, tout de suite, visuellement, en fait, le résultat que j'ai m'envoie vers une fabrication. D'accord. Vers un papier, vers une toile particulière, vers des vernis, vers des fers. Mais en fait, naturellement, fait tout de suite, c'est important pour moi. Parce que ça veut dire aussi tout de suite que je fais le devis en fait, de fabrication et mon compte d'exploitation en intégrant naturellement tout de suite ces écarts de coûts potentiels, ce que ça va me coûter en fait en plus, quoi. Donc en fait, tout est travaillé tout de suite assez généralement.
Après, ça peut évoluer aussi. We Live, au début, j'avais plutôt dans l'idée de faire une toile plutôt tissée, mais très, très agressive, un peu manuel militaire. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, mais en fait, c'est complètement con. En fait, il faut faire le plus simple possible. Il faut la faire en finition soft touch avec un dos rond pour que tout soit doux. Voilà. Parce que j'avais j'avais vraiment envie de cette douceur, parce que voilà, c'était très dur dedans, et donc voilà, ainsi de suite. Après, les papiers, je change pas tant que ça de papier, déjà parce que c'est compliqué encore en ce moment, et que en plus mon papier préféré a été arrêté de production carrément, c'est-à-dire que je n'en aurai plus jamais, c'est une tristesse absolue, mais je m'y ferai un jour, c'est un peu comme la fin des Sopranos. Donc je n'aurai plus mon papier non plus. Très bonne série. Mais donc voilà, les papiers c'est pareil, voilà, il y a des titres qui me semblent évidents. Déjà en fait sur le choix de la différence entre le papier couché et le papier offset, moi je fais à 90% de l'offset parce que c'est des papiers que je préfère, parce que c'est des papiers qui grattent légèrement sous le doigt, en tout cas qui accrochent un peu, et qui boivent la peinture, enfin la peinture, l'encre. Et donc on a des résultats que je trouve voilà, beaucoup plus excitants pour moi en tant que lecteur. Encore une fois, la plupart des choix que je fais sont des choix de lecteur. C'est-à-dire que c'est moi, si je dois vendre un titre et être capable de le vendre, c'est que je dois être en capacité, ou en tout cas, de l'acheter moi si je le trouve en magasin. Donc tous les choix sont faits en fonction de ça, principalement. Donc je vais plutôt sur l'offset, à part sur We Live par exemple, où c'était évident, en fait, même si je suis pas un amateur de papier couché, qu'on irait vers du papier couché. Donc après, il fallait trouver les bonnes épaisseurs de papier et tout, parce que souvent, moi, ce que j'aime pas dans les hardcovers français, on va dire, c'est que c'est des papiers qui sont pas suffisamment épais, qu'on laisse pas sécher assez longtemps, donc en fait les pages deviennent légèrement granuleuses ou collent entre elles. C'est des trucs qui m'emmerdent un peu, et donc déjà pour éviter ça, j'ai préféré prendre des papiers un petit peu plus épais parce que ça permet d'avoir un petit peu plus d'air en fait à la lecture. Voilà, c'est des trucs après, c'est des marottes personnelles. Moi, la fabrication et toutes ces petites choses-là c'est une vraie passion à titre personnel. Je passe mon temps à acheter des livres que je lis même pas forcément, mais juste parce que je trouve qu'il y a un effet de fab ou un truc qui m'intéresse vraiment. C'est le combat de tout lecteur, ça. D'avoir une palle de 80 livres. Hein. Je dois avoir pas de 300-400 livres alors à ce moment-là. On va parler un peu des briefings très rapidement parce que je te l'ai dit, je ne l'ai pas encore lu. J'ai vu notamment qu'il était estampillé 404 graphics et... Graphique, pardon. Est-ce qu'il y a une différence réellement entre 404 graphiques et 404 comics, ou est-ce qu'on est juste sur une appellation pour sortir du rayon comics dans les librairies? Ouais, non, c'était... Alors, parce que je trouve ça rigolo d'avoir quand même deux environnements, on va dire, différents, même si c'est comique, en fait c'est la même idée. Mais effectivement, il y avait cette volonté d'être en capacité d'aller trouver un nouveau lecteur, et aussi, beaucoup, rassurer certains libraires. J'ai visité pas mal de librairies et changé beaucoup depuis qu'on a lancé 404, et je me rendais bien compte qu'il y avait toujours ce truc-là, s'il y a écrit comics, de toute façon, naturellement, ça ira au comics. Et on a certains titres qui peuvent se défendre dans le comics traditionnel, et d'autres qui sont en capacité d'aller toucher un autre lecteur. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, pour voir si ça fonctionne. Après, je pense qu'on n'est pas les premiers à avoir testé le truc. Ça veut pas dire que ça va marcher, ça veut pas dire que ça ne va pas marcher, ça veut potentiellement dire qu'il ne se passera rien de plus. Hein. Mais ça valait le coup de tenter ça, de toute façon, parce que le marché est tellement moribond qu'on n'a rien à y perdre, donc autant y aller. Et en plus, derrière, il y avait aussi nos créations. Et nos créations, on a beaucoup d'auteurs français, pas encore de dessinateurs français, mais enfin, ça ne saurait tarder, mais on avait envie d'être en capacité de les défendre aussi sur le marché franco-belge traditionnel, quoi. Donc on avait besoin de se retirer ce comics qui fait peur à certaines personnes. Pas qu'on en ait honte, mais juste que voilà, mon boulot étant de défendre des voix d'artistes, s'il faut retirer comics, on retire comics pour être en capacité de défendre ces auteurs. Et est-ce que tu mettrais du coup tous les titres publiés jusqu'à présent vraiment dans la catégorie comics, ou... Non, si aujourd'hui, tu vois, je pense que Automnal sortira en graphique, par exemple. Mais c'est le seul. Tu vois, si, peut-être Duns aussi, norvégien. Je pense que le prochain, on le sortira... Quand même, on est...
We un peu aussi, non? Ouais, bah non, du coup, mais... We oui, Live, pour moi, en fait, We Live, ce qui m'intéressait vraiment dans We Live, c'était cette capacité d'être en même temps 100% dans le marché américain et en même temps avec un pied dans le manga. ouais, c'est ça, Ce qui tout à fait. m'intéressait, c'était ce mélange, mais sans être manga. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Ouais, juste qu'on a des mécanismes ou des habitudes visuelles de certains éléments ou narration. de la Japanimation, hein. Et voilà. Et donc ça c'est une chose. Et ensuite il y avait donc ça non c'était pour moi c'était 100% américain. Donc ça on n'a pas de problème à le défendre dans le secteur comics traditionnel quoi. C'est juste pour des titres qui sont suffisamment ouverts. Par exemple Autonal graphiquement était en capacité de plaire à des gens qui sont complètement habitués à du roman graphique autre on va dire. Et Everything avec le trait de Yann Kelbard. Il a un trait très hérité aussi du franco-belge et donc il était en capacité d'aller toucher potentiellement un autre lectorat qui n'est pas celui du comics traditionnel, même s'il est indépendant, quoi. Enfin indépendant des grandes structures américaines de comics. Quoi. Nouvel acteur qui arrive prochainement sur le marché, est-ce que tu penses que le développement de Black River chez Editis risque d'impacter les possibilités de démarchage ou de créa chez 404, ou est-ce que vous êtes déjà limité par certaines grosses maisons d'édition? Bah écoute, alors ce qui est drôle c'est qu'on est dans la même structure, on a la même patronne, c'est-à-dire que ma boss est aussi la boss de Black River. Mais je ne les connais pas. C'est-à-dire qu'on s'est jamais rencontrés, on n'a jamais échangé. La porte est ouverte, hein. Il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, Black River, c'est en grande partie, en tout cas pour l'instant, de la signature ou de grands noms, on va dire, enfin pour faire court. Je crois ils vont faire du Bendis. Non, Bendis ou du Warren Ellis? Moi je confonds, je suis perdu à chaque fois entre les deux. Mais non pas qu'ils fassent la même chose, mais c'est juste les noms dans ma tête se mélangent. Ils vont faire du Neil Gaiman, et puis après ils vont faire de la grande licence, notamment beaucoup chez Ubisoft. D'accord. Donc on fait pas du tout le même métier parce que moi la licence c'est un des premiers trucs où j'ai dit je n'en ferai pas. Ouais. Je n'en ferai pas parce que déjà je sortais de quelques années chez Hachette où j'ai beaucoup travaillé en développement de produits dérivés sur Star Wars, sur Marvel, sur Assassin's Creed, et j'en avais un peu ma claque, très sincèrement. Et en plus, je voulais pas le faire parce qu'en fait une licence, si elle fonctionne bien, t'es très content parce que tu gagnes ta vie très bien, mais par contre ça camoufle en grande partie la réalité de ce qu'est ta structure. C'est-à-dire que si tu as une super licence, elle peut prendre le pas en fait sur tout ce que tu es en train de faire. Tu as l'impression de réussir à toucher un public et de porter tes titres. Et en fait, très rapidement, tu peux te rendre compte que bah non, il n'y a que ta licence qui fonctionne. Et en fait, tu n'as pas réussi à trouver un autre public. Donc je m'interdis pas jamais de faire de la licence, c'est pas la question. Mais je voulais pas commencer avec ça parce que je voulais qu'on soit complètement à poil en fait sur le marché pour voir si on est viable ou si en tout cas, on touche des gens quoi. Donc c'est pour ça que je voulais pas y aller. Donc Black River ils vont arriver avec leur formule qui est beaucoup plus industrielle dans un groupe industriel. Moi c'est la chance que j'ai, le choix que j'ai fait en tout cas pour 404, c'est de dire ouais bah on va faire tout petit quoi. Voilà, on a les moyens potentiellement. Si demain j'avais envie de faire un gros coup, je pense que le chéquier je le sors demain, c'est pas la problématique. Donc par contre ça m'intéresse pas. Donc moi je voulais faire tout petit, voilà, et puis pas de lumière, pas de spot, pas de grande annonce, tu vois, pas de teaser à la télé, pas de... La petite porte. Ouais, voilà, petit peu et on bosse, voilà, on bosse, et c'est le seul truc qui m'intéressait moi, voilà, c'était ça. C'est de travailler tranquillement, tu vois, et d'essayer de toucher des gens plus que de faire des effets d'annonce, quoi. Donc Black River est sur un autre terrain que le nôtre, et qui est un terrain sur lequel je n'ai pas envie d'aller. Donc je pense qu'on va pouvoir travailler en bonne entente, quoi. En tout cas, je vois pas de raison, de toute façon, de ne pas réussir à travailler en bonne entente. Et de la créa originale chez 404? Ouais, bah on en a déjà 2 cette année, pour l'instant une encore l'année prochaine, et puis on est en train de développer en annexe plusieurs projets de création, tout simplement. mais ça, c'est des choses qui prennent toujours beaucoup plus de temps. Une création, c'est au minimum 2 ans. D'accord. Pour nous, en tout cas, aujourd'hui, en tout cas, voilà, c'est entre 18 et 24 mois, on va dire. D'accord.
Je fais un petit retour sur les problématiques que tu as exprimées en tout début de vidéo, notamment celle des matières premières. Est-ce que ça va impacter les futures sorties déjà annoncées ou pas encore annoncées? Ça a déjà tout impacté en fait. Ouais. Everything me coûte quasiment le double de ce que j'avais prévu, donc D'accord. à fabriquer. Mais on arrive encore à le fabriquer. C'est une bonne nouvelle. Mais non, je pense que l'impact réel, parce qu'on avait la problématique des matières premières qui étaient la pâte à papier, le cellulose, le carton, tout ça, c'était on va dire le post premier Covid, enfin première vague. Et là, on est en train d'avoir de l'autre côté ça, plus quelques grèves en fait au nord de l'Europe sur la production de papier, plus la guerre en Ukraine et la fermeture des relations commerciales avec la Russie et la Biélorussie. Donc là, on commence à rentrer dans la problématique des plaques d'aluminium, parce que les plaques d'aluminium servent à faire tourner les rotatives pour imprimer. Là, très clairement, c'est la merde. C'est-à-dire que là, on est en train de voir un tableau un peu noir au loin. On commence à avoir nos fabricants tous dans toutes les structures qui commencent à nous dire non, mais là, ça va être compliqué. Donc, on continue à bosser sans regarder. En fait, on veut pas voir. On continue à bosser et potentiellement, demain, on envoie un titre en fabrication et puis on nous dit, bah non, on n'a plus rien, quoi. Donc, on sait pas. Là, le second semestre de cette année va être un vrai test et on espère tous réussir à sortir nos titres pour Noël, hein, parce que là, ça va être la vraie angoisse, quoi. Avec la chance qu'on a, nous, c'est qu'on fabrique pas beaucoup et on appartient à un groupe. Ouais. Donc on a des achats de groupe qui nous sauvent, dans lequel moi je vais aller piocher les papiers, parce que forcément les achats de groupe aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a pas non plus accès à tout ce qu'on voudrait. Donc il faut aussi que j'aille trouver moi ce qui me plaît dans les achats du groupe. Mais ça veut dire qu'on peut, tu vois, je plaisante à moitié, mais on fabrique tellement peu, nous, qu'on peut aller piquer les ramettes de papier, tu vois, du 5e étage, quoi. Donc on n'a pas besoin de grand chose en fait au final. Donc on peut arriver à s'en sortir, groupe plus petite production, on peut arriver, je pense, à tirer notre épingle du jeu. Mais par contre, ça veut dire qu'il nous faut des plaques d'aluminium, et ça, par contre, Russie, Biélorussie, on va pas les remplacer en un claquement de doigts, quoi. Avant-dernière question, qui revient un peu sur une des premières questions où je t'ai demandé tout à l'heure quelle vision du marché tu avais au moment de te lancer. Après presque 2 ans d'existence, maintenant, quel est ton ressenti sur le marché? Oh bah c'est pourri. Non mais je plaisante à moitié, sinon c'est vrai que ça a été très violent. La chute qui est liée en fait au début du Covid, enfin sortie Covid, cette espèce de période un peu en entre-deux, où on a d'un seul coup vu le manga exploser, le comic book c'est un peu se casser la gueule. C'est compliqué. Mais moi j'ai bon espoir en fait. Je pense qu'il faut juste assainir. Je pense qu'il y a beaucoup de vieilles habitudes dans ce secteur-là, de plein de structures, et que je pense qu'il faut assainir un peu le marché. Je vois pas comment en fait on peut continuer à produire autant de titres à l'année. Moi je trouve ça dommage, parce que ça tue énormément de titres qui vaudraient le coup, quoi. Il y a beaucoup trop de titres qui sortent et qui partent au pilon direct. Donc je pense que si on baissait drastiquement quand même la production, je pense qu'on arriverait potentiellement à retrouver de l'intérêt aussi pour le public, qui est matraqué de nouveautés tout le temps et qui peut pas suivre en fait tout simplement, et financièrement, puis même en termes d'esprit, il faut suivre le truc en permanence, et c'est compliqué. Donc pour l'instant c'est encore un peu la merdouillasse, mais moi j'ai bon espoir, parce que je pense que que ce soit la BD, le manga ou toute autre structure, toute autre forme, on va dire, de bande dessinée, c'est extrêmement riche, il y a de super trucs partout. Donc je trouve ça dommage de tuer beaucoup de titres en ce moment. Moi j'ai bon espoir qu'à un moment donné, on arrive à planir un peu tout ça, à réduire un peu les sorties, à redonner un peu d'air, un peu de désir, quoi.
Mais je pense que de toute façon, voilà, c'est un tout petit secteur qui restera tout petit avec des exploits par moment donné, certains titres qui font des super cartons, ou des belles réussites, mais ça restera petit au sens où moi je pense très sincèrement que on peut arriver à faire nos 2-3 000 par titre en travaillant correctement. Je pense que en tout cas c'est l'objectif que je me suis fixé et je pense qu'on peut y arriver, mais que ça va prendre du temps, quoi. Mais il faut aussi être en capacité, voilà, d'avoir une relation un peu privilégiée avec les gens et avec les lecteurs, en tout cas être présent, quoi, et pas de juste une espèce d'entité, tu vois, qui flotte dans les limbes ou dans le ciel très haut. Je pense qu'il faut, voilà, faut être beaucoup plus présent que ça a pu être le cas, en tout cas avant. Nicolas, merci beaucoup pour ta participation. Je te laisse le mot de la fin. Ah, bah le mot de la fin, bah écoutez, merci. Lisez tout ce que vous voulez, mais lisez nos titres surtout, parce que c'est très important pour moi, parce que je dois partir en vacances cet été. Merci Nicolas. À plus tout le monde.